Bonjour à tous et bienvenue dans le week-end de Top Database. Débrief sur l'actualité du week-end, comme d'habitude. Pour m'accompagner, je suis avec Arnaud. Salut Arnaud. Salut Nathanaël, bonjour à tous. Et au programme de cette semaine, on va bien évidemment revenir dans un premier temps sur Saint-Etienne qui va mieux en Ligue 1, qui se relance petit à petit. On verra ce qu'il en est pour la suite de la saison. Et puis, on enchaînera sur le débat du jour où là, on regardera un petit peu plus haut sur le classement et sur la course au podium pour voir quels seront les trois premiers. Bon, disons les deux, parce que le Paris Saint-Germain est quand même destiné à ce titre de champion de France, mais il reste deux places sur le podium. Donc, on s'intéressera un peu aux équipes qui prétendent et qui seront peut-être sur le podium à la 38e journée. Et puis, pour le focus, on ira une nouvelle fois du côté de Versailles, mais cette fois-ci, on y voit un peu plus clair au niveau de la saison, demi-finale de Coupe de France, encore leader de National 2. Donc voilà, on fera une petite rétrospective et pourquoi pas aussi projection sur la suite de la saison. Mais Arnaud, commençons, si tu le veux bien, par cette victoire de Saint-Etienne sur la pelouse de Clermont, un succès de 1 que les Stéphanois sont allés chercher parce qu'ils étaient menés jusqu'à 20 minutes avant la fin du match, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on a retrouvé une équipe de Saint-Etienne qui va beaucoup mieux, qui gagne ses matchs, qui est un peu plus rassurant. Arnaud, pour toi, est-ce que cette équipe, elle est en pleine opération de maintien là? Est-ce qu'elle est lancée? Alors oui, elle est lancée, ça c'est clair, et elle a un super moteur en la personne de Pascal Duprat, qui à chaque fois en fait, chaque fois qu'il rentre dans un club comme ça, avec comme opération de sauver un peu les meubles, réussit sa mission. Là, je pense que sur son CV, il va pouvoir bientôt rajouter Saint-Etienne à la liste. Pour rappel, hein, Pascal Duprat, pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui n'ont pas trop suivi son histoire, il a commencé, il a entraîné très longtemps du côté de la Savoie, hein, Gaillard, Croix de Savoie, Évian-Thonon. Et justement, c'est du côté d'Évian-Thonon qu'il a commencé à faire ses premières missions sauvetage lors de la saison 2012-2013. Donc Évian est 18e à l'issue de la 4e journée. Pascal Duprat entre en scène. Il était alors directeur sportif, il passe sur le banc et il permet à l'équipe de se sauver 16e à la fin du championnat et finaliste de la Coupe de France, ce qui est quand même pas rien pour un club comme Évian. Ensuite, ça se passe un petit peu moins bien, hein. Les années suivantes avec Évian, il est notamment relégué lors de sa dernière saison en 2014-2015. Malgré tout, il repart sur une nouvelle opération maintien avec Toulouse l'année suivante, 2015-2016. Toulouse est avant-dernier à la 28e journée de championnat. Il récupère cette équipe-là donc aux portes de la relégation et il les sauve à la 17e journée, à la 17e place de la dernière journée, in extremis, grâce notamment au succès lors de la dernière journée. Troisième opération maintien à Caen en 2019-2020. Caen est 17e de Ligue 2. Ligue 2 cette fois-ci. 17e de Ligue 2, Caen qui avait connu la Ligue 1 un peu de temps avant. 17e de Ligue 2, donc c'est la catastrophe. Et il les remonte à la 13e place à la 28e journée au moment où le championnat s'arrête à cause du Covid. Et donc là encore, mission réussie pour Pascal Duprat. Et là, on est parti sur les mêmes bases, hein, Nathanaël. Ouais, c'est clair, c'est quand même assez exceptionnel ce que réalise Pascal Duprat dans ses missions maintien. À titre de comparaison, on est un peu dans le même cas que Sam Allardyce et Tony Pulis en Angleterre qui sont quasiment jamais descendus en maintenant leurs équipes, parce qu'en général on les appelle pour ça. Sam Allardyce est descendu une fois la saison dernière avec West Bromwich, mais c'était quasiment impossible de se maintenir avec le retard que l'équipe avait. Mais Pascal Duprat, c'est clair que il excelle dans ça, et je pense que c'est dû au fait qu'il revient à l'essentiel en fait quand il arrive dans ces clubs-là. Quand il est arrivé à Saint-Etienne il y a quelques semaines, il y a une vidéo d'entraînement qui tournait qui avait fait pas mal de polémiques justement parce qu'on critiquait Pascal Duprat par rapport à ce qu'il disait dans la vidéo. Il expliquait qu'en gros, au vu de l'urgence, le plus important, c'est de bien défendre, de savoir bien gérer ses temps faibles pour tout simplement encaisser le moins de buts possible pour ensuite après pouvoir contre-attaquer et faire mal à l'adversaire. Au final,
certains diront que c'est peut-être de l'anti-football. Moi, je dirais tout simplement que c'est aussi l'urgence de la situation qui veut ça. Et au final, c'est ce qu'on voit ces derniers temps. Saint-Etienne prend quand même un peu moins de buts que depuis le début de la saison. Saint-Etienne arrive à être réaliste, à subir un peu moins dans ses matchs, arrive aussi à battre des concurrents. Donc, ce n'est pas rien. Et je pense que voilà, il faut quand même attribuer tout ce crédit-là à Pascal Duprat. Donc au final, je pense que les supporters stéphanois lui en voudront pas si la qualité de jeu est pas exceptionnelle, mais que le club se maintient en fin de saison. Donc au final, c'est tout ce qui compte et c'est tout ce qu'il faut retenir du côté de Saint-Etienne, quoi. Ouais. Et quel changement, hein, par rapport à l'ère actuelle, où effectivement, on avait peut-être un petit peu plus de beaux jeux, mais en tout cas, les résultats n'étaient pas du tout là. Il y avait souvent une grosse défaillance défensive. Il y avait des choix aussi, hein, qui étaient discutables. On en avait parlé, hein, lors de cette émission. Des choix discutables de la part de Claude Puel. Là, effectivement, Pascal Dupré est revenu à l'essentiel. Il a remis les cadres au centre du projet, les vieux, entre guillemets. Et du coup, autour de ces joueurs-là, il y a eu aussi un recrutement intelligent lors du mercato hivernal avec des vieux de la vieille en défense, hein, qui sont arrivés. Je pense à Joris Nagnon qui n'a pas encore joué, mais surtout Eliakim Mangala, qui est quand même quelqu'un qui a pas mal d'expérience et qui est justement là pour renforcer un secteur qui en manquait cruellement, hein. Les défenseurs centraux de Saint-Etienne, c'était Saïd Dousso, 20 ans, c'était Harold Moukoudi, 25 ans, mais qui vient aussi, qui a pas mal joué en Ligue 2. Du coup, voilà, c'était quand même assez faiblard d'un point de vue expérience, d'un point de vue qualitatif aussi. Là, avec Eliakim Mangala, on voit tout de suite la différence, même si pour l'instant, je trouve que ses performances sont encore en demi-teinte, mais il sort aussi d'une saison quasi blanche. Donc forcément, pour lui, c'est un peu plus difficile. Mais on voit quand même que malgré ça, ça a quand même aussi redonné confiance à un Timothy Kojetchak aussi, qui était un peu aux abois ces derniers temps. Donc tout ça, c'est quand même assez positif. Il y a eu le changement de gardien aussi. On n'en a pas parlé, mais Paul Bernardoni est arrivé lui aussi avec son expérience. Alors, c'est encore un jeune gardien, il a 25 ans, mais il a quand même plus d'expérience qu'un Etienne Green, 22 ans, ou un Stéphane Bajic, 21 ans. Là aussi, c'est important d'avoir un gardien avec de l'expérience, avec de la bouteille, capable de rassurer sa défense, de rassurer un peu tout le monde, tous ses coéquipiers. Paul Bernardoni, c'est pas le meilleur gardien de France, hein, très clairement, même s'il est gardien international d'espoir. Malgré tout, il apporte de l'assurance, il apporte une sécurité que forcément les jeunes avaient plus de mal à apporter. Oui, c'est clair. En général, dans ces missions maintien-là, entre guillemets, c'est qui tout double. C'est soit on décide de mettre tapis sur la jeunesse et sa fougue qui peut nous sortir d'affaires, ou on peut aussi également jouer à la sécurité et ne pas tout parier en restant sur des bases qu'on connaît avec des joueurs qui ont quand même pas mal d'expérience. Tu les as cités, Paul Bernardoni, comme tu l'as dit, c'est quand même certes un jeune gardien, mais qui a connu déjà quand même pas mal de clubs en Ligue 1, avec pas mal de situations aussi où ça n'a pas été simple. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de temps d'adaptation pour Bernardoni. Niagnon et Mangala, bon, ils sortent de situations en club quand même un peu compliquées, donc il faudra, je pense, un petit temps d'adaptation, le temps que la machine se mette en route, mais une fois qu'elle sera partie, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Donc c'est vrai que cette équipe de Saint-Etienne, au vu de la dynamique du moment, elle me paraît quand même assez armée pour aller chercher son maintien. Après, c'est vrai que ça reste quand même serré derrière, mais devant aussi, donc c'est aussi un peu la chance. Et puis, j'avais vanté les mérites bordelais lors du précédent débrief, mais on se rend compte que du côté de Bordeaux, c'est un peu compliqué. Ils perdent encore hier, même s'ils ont failli remonter. Mais bon, ça me paraît quand même un peu compliqué. On voit que les dynamiques s'inversent, que Saint-Etienne remonte. Donc, c'est vrai que ça sent quand même assez bon. Et est-ce que tu trouves pas aussi que du côté de Saint-Etienne, au niveau du recrutement, au final, on a été quand même assez intelligent là où on tirait un peu sur le club par rapport à la gestion de certains cas lors des précédentes saisons, où on se dit tout simplement que si tu avais été patient, tu aurais potentiellement pu avoir une charnière Fofana Saliba, où après c'est compliqué parce qu'on connaît les mercatos, les marchés, l'argent, etc. Mais voilà, c'est vrai qu'on a critiqué Saint-Etienne sur pas mal de ces choix-là. Aujourd'hui, on recrute intelligemment pour le maintien. Donc, est-ce qu'au final, on n'a pas trouvé un équilibre sur la balance par rapport à ça? Alors si, clairement, hein, je pense que l'équilibre, tu l'as dit, on avait suffisamment critiqué la SSE
en début de saison avec Puel, qui faisait confiance à des jeunes qui n'étaient pas forcément qualitativement parlant, en tout cas à, la hauteur de l'enjeu. Hein, je peux citer les Gournadouat, les Seydousso, etc. Là, on a vu que pour le recrutement hivernal, eh ben, le staff a recruté des anciens. Il y a Kim Mangala, on a dit. Il y a Bakary Sako, 34 ans, qui est revenu aussi du côté de la SSE. Enzo Crivelli, alors il n'a pas encore joué, mais lui aussi, hein, c'est un vieux de la vieille. Il était là depuis longtemps. Saad Atioub, pareil, joueur expérimenté. Donc, on voit à chaque poste, à chaque poste, finalement, a été renforcé par des joueurs d'expérience. Là où on avait dit justement que ça manquait d'expérience, ça manquait de joueurs qui connaissent la Ligue 1, qui connaissent un petit peu les rouages et les enjeux de ce niveau-là. Et donc là, bah oui, clairement, ils ont fait volte-face par rapport au projet Puel. Hein. Très clairement, ils ont vu que ça ne fonctionnait pas avec les jeunes, que les jeunes n'étaient peut-être pas suffisamment doués, en tout cas sur cette génération-là, pour prendre le relais, ou en tout cas prendre le relais tout de suite. Peut-être qu'ils vont progresser, hein, c'est possible. Hein. Quand on a 20 ans, on n'est pas très fort, on peut être un bon joueur ou un joueur suffisamment qualitatif à 25, mais bon, peut-être qu'à 20, c'est un peu juste. Mais là, en tout cas, on a vu que le recrutement a payé. En tout cas, il paye dès aujourd'hui, puisque les résultats sont là. Alors, certes, la manière, peut-être qu'il faut la revoir, parce que à chaque fois, je crois que Saint-Étienne a été mené, et ils ont réussi à renverser la situation. Donc, ce qui prouve que, aussi, je pense que le coach a trouvé les mots justes pour motiver son équipe, pour lui donner l'agnac, l'envie de se battre et l'envie de tout arracher sur le terrain. Et ça marche. Et je pense que là, pour le coup, Duprat, il sait faire. Et c'est quelque chose qui est ancré en lui. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Et on voit, là, avec 3 victoires consécutives, c'est la meilleure série du club depuis les 3 premières journées de la saison 2020-2021. Donc ça fait quasiment 1 an et demi. Ouais, rendez-vous à la 38e journée où Saint-Etienne jouera son match. Sera peut-être même déjà maintenu. Dans tous les cas, on verra. Pour le moment, on va s'intéresser à ce qui se passe un peu plus haut sur le classement avec le débat du jour et cette course au podium où c'est quand même serré. Il y a 5, 6, 7 équipes qui bataillent justement pour accrocher une 3e place, voire même une 2e place. C'est vrai que pour le coup, c'est assez relevé. Si l'issue du championnat est déjà connue, j'ai envie de dire, à 99,9% avec le Paris Saint-Germain. Pour le reste, rien n'est sûr encore pour la Ligue des Champions, l'Europa League et la Conference League. Mais concentrons-nous sur le podium. Ma question est très simple, Arnaud. Si tu devais me sortir, pour le coup, 2 noms pour compléter le podium, quelle équipe tu me sortirais? Ouais, très bonne question. Aujourd'hui, c'est hyper serré, tu l'as dit. Paris est largement leader, hein, 13 points d'avance sur Marseille. Sur le podium, alors là, c'est encore plus, c'est 18 points d'avance sur Strasbourg qui est 4e. 18 points, ça correspond à 6 journées de championnat. On en est à la 24e. Faites le compte, Paris a encore 8 journées pour assurer sa place sur le podium. Autant dire qu'effectivement, 8 journées sur 14, du coup, c'est quasiment fait. En revanche, tu l'as dit, hyper serré derrière, puisque alors Marseille a pris un petit peu d'avance, hein, ils sont à 46, mais entre Nice, qui est 3e avec 42, et même Montpellier, qui est 11e, donc 2e partie de tableau avec 34, il n'y a que 8 points. 8 points, c'est rien. Hein, on a vu Saint-Etienne qui a marqué 9 points en 3 matchs. Donc 8 points, c'est 3 matchs, tout simplement. Montpellier pourrait très bien se retrouver dans 3 journées, 3e si les contre-performances des adversaires suivent. C'est hyper serré. Malgré tout, je ne pense pas que Montpellier sera 13e du championnat. Effectivement, Marseille qui a 4 points d'avance sur Nice, je pense qu'ils sont bien partis pour être dauphin du PSG. Ils ont une équipe qui tient la route. Ils ont des résultats qui sont corrects. Ils ont fait un super recrutement lors du mercato hivernal, notamment avec l'arrivée de Bakambu, qui est pour moi le parfait complément à Milik en attaque. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire à cette équipe de l'OM qui est partie, qui a une bonne dynamique, qui est solide dans tous les secteurs du jeu. Je ne vois pas qui aujourd'hui serait capable d'aller les chercher à la 2e place.
surtout qu'a priori, ils ne sont pas partis pour forcément s'arrêter en si bon chemin en termes de rythme. Peut-être qu'effectivement, le retour de la Coupe d'Europe pourrait éventuellement les perturber, mais ils ont le banc, ils ont l'effectif suffisamment gros aussi pour pouvoir gérer ça. Mais en revanche, la troisième place, c'est plus indécis. Hein. Je pense que c'est là-dessus aussi, on va peut-être pas être d'accord, Nathanaël. Alors pour moi, il y a trois équipes qui sont vraiment en balance. C'est Nice, Rennes, quatre même. Nice, Rennes, Monaco et Lyon. Strasbourg qui est aujourd'hui quatrième. Bon, pour moi, ils sont dans une dynamique hyper positive. Ils ont un super coach avec Julien Stéphan. Ils ont de super joueurs à tous les postes. Ils ont un super Kevin Gamero qui est en feu en ce moment. Malgré tout, je ne les vois pas forcément se maintenir à ce niveau-là jusqu'à la fin de la saison. Ils vont terminer tranquillement dans la première partie de tableau et ils seront contents. En revanche, Nice, Rennes, Monaco et Lyon, pour moi, c'est vraiment du costaud, c'est du solide. On a vu que Lyon était capable du meilleur, ça on le savait déjà, mais qui sont capables aussi d'avoir des performances sur le terrain. Malgré tout, je vois quand même plutôt Monaco terminer troisième parce que pour moi, ils ont le plus bel effectif derrière le PSG et éventuellement Marseille, justement. Ils ont changé de coach, ça peut aussi les perturber. Ils ont encore la Coupe d'Europe, ça peut aussi les perturber. Malgré tout, je pense qu'ils ont le plus bel effectif quand même de toutes ces équipes-là et ils sont bien placés. Donc pour moi, ils sont troisième. Et Nathanaël, je sens que c'est pas ton favori. Là. Ben, disons que pour la deuxième place, je te rejoins totalement. L'Olympique de Marseille, à mon sens, a quand même une légère avance sur ses poursuivants. Puis Marseille est quand même assez régulier, quand même assez consistant, c'est solide à tous les postes. Donc je pense que Marseille réussira à maintenir le cap. À la limite, il y aura peut-être un petit relâchement qui fera que l'OM sera peut-être troisième, mais dans tous les cas, je ne les vois absolument pas sortir du podium. Alors oui, tu auras un déplacement compliqué à Karabakh dans quelques jours, enfin dans quelques semaines, mais je pense pas que c'est ce qui va plomber la fin de saison de l'Olympique de Marseille en Ligue 1. Maintenant, concernant l'autre place restante, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que voilà, il y a beaucoup d'équipes, il va y avoir pas mal de confrontations directes justement entre ces équipes-là, donc ça me paraît quand même assez compliqué. Malgré tout, j'ai quand même envie de donner un léger avantage à l'Olympique lyonnais qui est quand même assez coutumier du fait. Hein. On les a déjà vus plus d'une fois commencer très mal les saisons et bien les finir, hein, à l'image de la saison 2015-2016 où Lyon, lors de la première partie de saison, était totalement perdu, mais a réussi par l'intermédiaire de Bruno Genesio, coach de Rennes, justement redresser la barre. Donc, j'ai quand même envie de donner un léger avantage à Lyon. Puis, on l'a vu ce week-end, déjà, la victoire face à Nice. Le milieu de terrain qui a quand même bien tourné entre Tanguy Ndombele et Maxence Cacré. Donc, voilà, je pense que Lyon, en tout cas, a l'effectif, le talent pour le faire. Après, on connaît l'Olympique Lyonnais. Hein, c'est le pire ennemi de l'Olympique Lyonnais, c'est l'Olympique Lyonnais lui-même, avec la régularité. Sur les confrontations directes face aux poursuivants, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Mais le problème de Lyon, c'est qu'ils sont capables d'aller perdre des points à l'extérieur, vu que à l'extérieur, ça se passe pas très bien depuis le début de la saison. Mais j'imagine quand même très mal l'OL faire 2 saisons sans Champions League. Ça me paraît quand même assez compliqué, mais j'enterre pas Rennes non plus. J'enterre pas Monaco, comme tu l'as dit. Monaco aussi, c'est une équipe qui revient très bien. Avec aussi l'arrivée du nouveau coach. Bon, on comprend pas trop pourquoi le Rocher a décidé de se séparer de Kovac, mais bon, on a l'impression que pour le moment, la dynamique n'est pas trop perturbée. Surtout que, on se rappelle bien aussi, hein, c'était un peu pareil la saison dernière, hein, Lyon-Monaco qui bataillait justement pour cette troisième place, avait souri à Monaco lors de la dernière journée, à cause d'une défaite lyonnaise à Nice, justement, ce qui est assez paradoxal, puisqu'on se rend compte qu'on est encore dans la même configuration cette année. Et puis, Strasbourg, comme tu l'as dit, pourtant Strasbourg a l'avantage sur les confrontations directes, parce que ils reçoivent Nice, ils reçoivent Monaco, ils reçoivent Lyon, ils reçoivent Rennes. C'est la deuxième attaque du championnat. Kevin Gamero qui est éternel, on dirait. Mais ça me paraît quand même un peu, je pense, léger par rapport aux équipes qui sont derrière. Mais moi, je te sortirais quand même Marseille et l'Olympique Lyonnais quand même. Ouais, il y a une équipe dont on a peu parlé aussi, c'est Nice, hein, avec Galtier, champion l'année dernière avec le LOSC. Nice qui troisième aujourd'hui, hein, donc qui est véritablement en position de,
de podium, en tout cas. Le dernier podium de Nice, ça remonte à 2016-2017, hein, donc ça remonte un petit peu. Il termine troisième avec... du coup, ça me paraît compliqué quand même, malgré tout pour les Niçois, parce que déjà, ils sont plutôt sur une dynamique négative. Ils ont perdu leurs deux derniers matchs. Et puis, c'est comme tu l'as dit, en fait, le problème, c'est la régularité, hein, pour arriver à ce stade-là, terminer sur le podium. Il faut être régulier, c'est la clé. Et pour moi, cette équipe de Nice est capable du meilleur comme du pire. Mais j'ai le même problème avec Lyon, et tu l'as dit, hein, Lyon est capable aussi du meilleur comme du pire. On l'a vu, hein, très récemment, Lyon qui perd à Monaco, qui arrive, qui a dû... Oula, j'ai un problème. Non, mais je t'entends, hein, je t'entends. Tu m'entends? Je continue alors. Ouais, donc Lyon qui a perdu à Monaco avec, sans la manière, on peut le dire. Et cette équipe de Nice, c'est un peu la même chose. Strasbourg, il y a très clairement le problème de régularité qui va sans doute se poser, même si aujourd'hui, c'est l'équipe la plus en forme. Hein, c'est l'équipe la plus en forme en Ligue 1. Donc, voilà, ça va se jouer. Malgré tout, je pense que Monaco est effectivement peut-être l'équipe la plus régulière, même si là encore, ce week-end, ils font match nul contre Lorient, un piteux match nul de 0-0. Ça me paraît quand même le plus solide. Mais on n'enterrons pas les autres, hein, et n'enterrons pas Nice non plus, puisque ils ont quand même une attaque de feu là aussi, hein, avec Gouiri, Delors, Dolberg, pour ne citer que Kluivert qui monte en puissance aussi. Ça peut être intéressant. Mais justement, est-ce que tu penses pas aussi que dans cette course à la troisième place, on a Nice, on a Monaco qui ont un point commun, qui est justement la demi-finale de Coupe de France, avec un trophée au bout. Et est-ce que tu penses pas que, là, pour le coup, je pense plus Nice que Monaco, que justement cet objectif-là, ça peut aussi desservir, entre guillemets, la course au podium, dans le sens où tu es à 2 matchs de remporter un titre, ça fait longtemps que Nice n'a pas remporté de trophée, et une défaite en demi-finale de Coupe de France face à Versailles peut un peu couper tout simplement les jambes des Niçois. Oui, c'est possible, hein, très clairement. Après, je pense pas que Nice va perdre contre Versailles, hein, très honnêtement. Ouais, ça me paraît aussi, compliqué, mais sait-on jamais. Mais pour le coup, oui, je pense qu'il y a plus de chances que Nantes s'impose face à Monaco que Nice ne perde face à Versailles. Mais bon, ça rajoute quand même un peu de poids, disons, et de match aussi à cette course au podium, là où Lyon est sorti depuis très longtemps. Marseille éliminé justement par Nice. Donc voilà, mais c'est vrai que pour Nice, ça serait aussi peut-être, je pense, un échec, entre guillemets, de ne pas finir troisième, sachant que ils auraient été dans le top 3 quasiment toute la saison. Ce qui n'a pas été le cas pour Monaco et pour Lyon. Donc je pense qu'il faudra aussi faire attention de ce point de vue-là. Et comme on l'a dit, hein, je pense que l'Olympique Lyonnais, en dessous de la troisième place, sera quand même compliqué. Ce sera vraiment très très compliqué. Je ne sais pas quel bilan pourra tirer de la saison lyonnaise s'il n'y a pas de podium en fin de saison, au vu des investissements et des changements qui ont été faits à l'intersaison. Ouais, le problème finalement de ce championnat, c'est que il y a peu de place, hein, pour toutes ces équipes qui méritent potentiellement ou qui ont besoin financièrement, ne serait-ce que financièrement, mais aussi sportivement, de résultats. Hein. Parce que bon, déjà, il y en a une qui est réservée, celle du PSG. Il en reste deux pour des gros clubs, hein. Marseille, Nice, qui a beaucoup investi, comme tu as dit, Rennes, qui a beaucoup investi aussi, Monaco, Lyon. Ça fait 4 et 5 même pour 2 places. Donc forcément, il y a des déçus à la fin. Et ces dernières années, c'était Lyon, la plupart du temps, qui faisait partie des déçus. Rennes un petit peu aussi. Nice avait moins d'ambition à l'époque, donc était moins déçu. Mais aujourd'hui, avec les ambitions qui sont les leurs, très clairement, tu l'as dit, hein, ne pas être sur le podium, ça pourrait être une énorme déception.
Le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de place. Et puis il y a d'autres clubs qui poussent aussi. On peut penser au LOSC, notamment, qui n'est pas en réussite pour le moment, mais qui pourrait, qui passe si loin que ça. Hein. Ils sont à 2 points de Rennes 5e, hein, donc ils pourraient très bien faire une remontada d'ici la fin de la saison. On peut penser à. J'avais parlé de Montpellier, même si je ne les vois pas forcément remonter, mais ils sont là. Il y a Lens qui n'est pas très loin non plus et qui a des ambitions, qui n'a pas forcément les moyens des gros clubs, mais qui en tout cas a une très belle équipe et capable aussi de battre à peu près n'importe qui, notamment avec Seko Fofana qui est complètement monstrueux au milieu. Donc c'est frustrant ce championnat pour beaucoup d'équipes. Hein. Ouais, c'est clair, il y aura beaucoup de déçus en fin de saison. Bon, après, je pense que si Strasbourg termine européen, la saison sera un succès quoi qu'il arrive, hein, quand bien même une place en Conference League. Mais pour les autres, c'est vrai que ce sera un peu dur, d'autant plus que, pour la petite anecdote, la saison dernière, le troisième, c'était Monaco. La saison d'avant, c'était Rennes. Et puis celle d'avant encore, c'était Lyon. Donc on voit qu'il y a cette alternance de troisième chaque saison. Et là, cette année, quand quasiment toutes ces équipes sont programmées justement pour aller chercher ce podium, il y en aura 3 4 qui n'y seront pas et il faudra se contenter de l'Europa League et de la Conference League, malheureusement, même si en fin de saison, il y aura une Coupe d'Europe et je pense que c'est le plus important. Je pense qu'on a été complet sur le débat du jour, Arnaud. Et on va enchaîner sur une équipe aussi qui réussit pas mal en Coupe et en Coupe de France. C'est le FC Versailles, tout simplement, qui réalise, je pense qu'on peut le dire, une grande saison pour le moment. Quasiment impérial en championnat, en National 2, dans le dernier carré de la Coupe de France, comme on l'a dit. Hein. Les Versaillais affronteront les Niçois, pendant que les Monégasques affronteront les Nantais. Euh, Arnaud, est-ce que pour toi, cette saison, pour le moment, c'est peut-être la plus grande saison de l'histoire du club? Alors oui, clairement. Hein. Clairement, c'est une saison historique, tu l'as dit. Tu as dit qu'il faisait une saison impériale, j'aurais presque envie de dire que c'est une saison royale hein, pour Versailles. Non, non, très clairement, ils sont aujourd'hui à leur plus haut en Coupe de France. La demi-finale, enfin, ils n'avaient jamais atteint ce niveau-là. Hein. Parce que je crois que leur meilleure performance jusqu'à cette saison, ça devait être un 16e de finale en 47-48, si je ne m'abuse. Donc ça remonte déjà. Et puis c'était un 16e de finale. Là, ils sont en demi-finale, donc c'est quand même exceptionnel. D'un point de vue résultat même, d'un point de vue niveau, hein, simplement, ils n'ont jamais dépassé le national hein, en termes de niveau de club, sachant que le national, ça remonte là aussi, hein, pareil, dans les années 80, entre 86 et 90, et que depuis, ils ont végété dans les profondeurs de la pyramide francilienne, que ce soit la N2, la N3, la régionale 1 de Paris, pour ne citer que ces divisions-là. Donc, cette équipe-là, clairement, c'est une toute petite équipe, entre guillemets, d'un point de vue histoire, d'un point de vue palmarès. Ils réalisent des choses extraordinaires. Ils sont demi-finalistes de la Coupe de France. Ça, c'est quand même assez fabuleux. Hein. Et ils ont eu pas mal de chance au tirage, il faut le dire quand même, parce qu'ils ont affronté Bergerac en quart de finale. Donc ça a aidé, on peut le dire. Malgré tout, ils ont fait des belles choses. Hein. Ils ont quand même battu Toulouse en Coupe de France, qui est quand même leur fait d'armes principal, puisque avant c'était quand même des équipes de niveau inférieur aussi. Et puis en championnat, c'est aussi quasiment parfait. Une seule défaite depuis le début de la saison, contre la réserve de Caen en novembre. À part ça, il n'y a quasiment que des victoires. Il y a quelques matchs nuls, mais très peu finalement. Là, ce week-end, ils viennent encore de mettre 3-0 à Poissy. Tous les voyants sont au vert. Oui, c'est ça en fait. Quand on regarde la saison de Versailles, on se dit que tout est beau, tout est magnifique. Ils ont un léger matelas d'avance en N2. Ils ont 2 points d'avance sur la baie de Lorient, mais il me semble que la baie de Lorient ne peut pas monter non plus parce que pour des raisons d'écart de niveau entre le groupe professionnel et le groupe de national. Donc voilà. Donc sans ça, ça fait 7 points d'avance
sur Blois à 12 journées de la fin, pour une équipe qui n'a perdu qu'une seule rencontre en championnat, rien n'est fait, mais on se dit qu'au vu de la dynamique, c'est presque fait pour cette équipe de Versailles, sous condition de respect sérieux et régulier. Comme tu l'as dit, en Coupe de France, c'est vrai qu'ils ont bénéficié d'un tirage qui leur était par moment favorable, mais il fallait quand même sortir ces équipes pour arriver dans le dernier carré. Sortir Toulouse, leader de Ligue 2, il fallait le faire aussi, d'autant plus qu'ils ont eu la malchance de ne pas pouvoir accueillir, alors qu'à la base, ça devait être le cas. Après, c'est vrai qu'en quart de finale, tu prends Bergerac, mais une équipe de Bergerac qui n'avait pas pris le but en Coupe de France en 7 ou 8 tours, je crois. Donc c'est vrai que c'est quand même assez remarquable. Aussi une équipe qui prend peu de buts, donc c'est quand même aussi assez intéressant par rapport à ça. 14 buts encaissés sur 27 matchs joués cette saison, c'est un bilan plus qu'honorable. Et j'ai une question pour être un peu tatillon. Si demain tu fais partie de l'effectif versaillais ou du groupe versaillais, est-ce que tu préférerais, ou non, je vais la poser comme ça plutôt. Est-ce que la saison serait vue comme un échec si victoire il y a en Coupe de France, mais non accession au national? Ah, tu me poses une colle. C'est compliqué. Je pense qu'il faudrait interroger directement Youssef Chivi à ce sujet-là. Mais très clairement, pour moi, ils ont déjà accompli leur mission en Coupe de France. Donc là, c'est que du bonus, cette Bien demi-finale sûr. contre Nice. Maintenant, l'objectif, très clairement, c'est d'aller gagner la promotion en national. Imagine-toi, Nathanaël, que quand même que ça ferait 30 ans qui n'ont pas joué en national, au niveau 3 de la pyramide de division française. Donc ça serait totalement historique. Et je pense que le peuple versaillais attend ça depuis très longtemps. Ouais, bien sûr. Et puis on le voit hein, sur les réseaux sociaux, le monde qu'il y a au match de Versailles, que ce soit en championnat ou en Coupe de France, on a vraiment l'impression que tout est réuni pour que la saison se termine bien. Et puis comme tu l'as dit, de toute façon, je pense que la mission elle est accomplie en Coupe de France. On leur souhaite d'aller le plus loin possible, bien évidemment, dans cette compétition, mais arriver dans le dernier carré, c'est déjà exceptionnel. Et puis du côté du national, 30 ans qu'on attend une montée, c'est quand même assez exceptionnel. D'autant plus que là, pour le coup, cette équipe de Versailles voilà, est leader et, bon, pas de loin sur le plan numérique, mais disons que Versailles domine quand même son championnat assez aisément. Donc c'est vrai que quoi qu'il arrive, cette saison, on restera dans l'histoire du FC Versailles. Arnaud, merci beaucoup pour ce débrief. Je pense qu'on a été complet sur la question et Merci à sur tous toi. les points que nous avons abordés. N'oubliez pas que vous pouvez bien évidemment retrouver toutes les statistiques que nous avons évoquées sur le site football.base.eu, les statistiques des articles. Vous serez totalement servi sur le site. Et puis, n'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rater aucun débrief et ainsi que nous suivre sur les réseaux sociaux tout simplement. Arnaud, comme d'habitude, je te laisse le mot pour conclure. Et ben, le mot pour conclure, c'est un PSG Real demain. On espère un beau succès du club français face au Real pour pouvoir en parler dès la semaine prochaine. Écoute, on espère. On le souhaite et en plus il n'y aura même pas la crainte du but à l'extérieur encaissé puisque ça n'existe plus. Donc on verra la semaine prochaine. Merci beaucoup et on se retrouve au prochain débrief. À bientôt.